Le football traverse l'un de ses scandales les plus explosifs depuis des années. Et maintenant, l'Inter Milan se trouve au cœur de celui-ci. Des rapports affirment que plusieurs joueurs ont été suspendus après avoir été impliqués dans un réseau de prostitution opérant dans la vie nocturne milanaise. L'opération elle-même est stupéfiante, remontant à plusieurs années et impliquant plus de 100 femmes, s'étendant même au monde de la Formule 1. Alors, décomposons exactement comment ce scandale s'est déroulé et ce qu'il signifie pour l'Inter Milan. Le 20 avril 2026, la vie nocturne milanaise a été secouée par une opération des forces de l'application de la loi italienne, qui a découvert un réseau de prostitution à grande échelle déguisé en agence événementielle. Ce n'était pas une petite arrestation. Le bureau du procureur de Milan et la Guardia di Finanza ont exécuté 4 mandats d'arrêt et saisi des actifs d'une valeur supérieure à 1,2 million de dollars soupçonnés de provenir de la promotion de la prostitution et du blanchiment d'argent. L'enquête coordonnée par le procureur adjoint Bruno Albatini et confiée à l'unité de police financière et économique a mis au jour un système bien organisé qui opérait dans certains des bars les plus populaires de la ville. Et presque immédiatement, les médias sportifs du monde entier se sont concentrés sur un détail, la clientèle. Selon le dossier d'enquête, la clientèle de ce réseau était composée de personnalités de haut niveau, notamment de riches entrepreneurs, et plusieurs footballeurs célèbres de la série A. Quand la Gazzetta dello Sport a publié son rapport, les chiffres étaient impossibles à ignorer. Selon la Gazzetta dello Sport, le scandale implique environ 50 joueurs de la série A de la Ligue de football italienne, y compris des athlètes des rivaux Inter Milan et AC Milan. 50 joueurs de l'élite du football italien, tous connectés à une seule entreprise criminelle qui opérait depuis des années sous le nez de l'établissement du football italien. Et ça devient pire. L'enquête a impliqué environ 50 joueurs de football, un pilote de Formule 1 et plus de 100 travailleurs du sexe. L'ampleur même de cette affaire est difficile à exagérer. Ce n'était pas une situation isolée. Ce n'était pas quelques joueurs prenant de mauvaises décisions lors d'une sortie nocturne. C'était une opération criminelle organisée, soutenue, pluriannuelle qui s'était intégrée dans le tissu du football professionnel italien. 4 arrestations ont été effectuées jusqu'à présent. Mais l'histoire derrière ces arrestations, l'opération elle-même, les gens qui la dirigeaient et les joueurs impliqués, c'est là que ça devient véritablement sauvage. L'agence au centre de tout cela était dirigée par un couple, Emanuele Buttini et Deborah Ronchi, dans la province de Cinisello Balsamo. En surface, il semblait exploiter une entreprise de planification d'événements, mais derrière la façade vernie de la coordination de fêtes et de la promotion de la vie nocturne, l'entreprise avait un cœur métier très différent. Les constatations ont montré que le point de référence de l'organisation était une entreprise basée à Cinisello Balsamo. Derrière la façade légale de la planification d'événements, l'entreprise avait concentré son activité sur le recrutement de femmes, y compris des escortes professionnelles. Ces femmes étaient logées dans les locaux de l'entreprise et mises à disposition pour participer à des événements sociaux où elles offraient ensuite des services sexuels contre des paiements importants. C'était en tout point une entreprise criminelle se faisant passer pour une gestion d'événements légitime et ses clients étaient certains des athlètes les plus reconnaissables en Italie. L'agence vendait des forfaits de fêtes d'après-match organisés dans des hôtels haut de gamme et des boîtes de nuit, à la fois en Italie et à Mykonos, en Grèce. Ce n'étaient pas vos rassemblements post-match ordinaires. C'étaient des expériences élaborées, des lieux 5 étoiles, un service de bouteilles, des boîtes de nuit, et comme le révèle maintenant l'enquête, des escortes dans le cadre du soi-disant forfait. Et voici le détail qui met tout en perspective en termes d'ampleur. Le système est censé avoir fonctionné depuis 2019, maintenant même une boîte de nuit illégale active pendant le confinement de la pandémie de Covid-19. 7 ans. Cette opération a fonctionné pendant 7 ans à travers une pandémie mondiale, à travers des confinements, à travers des interdictions de voyage, à travers des périodes où les athlètes professionnels se trouvaient dans certaines des bulles les plus étroitement surveillées du monde sportif. Et d'une manière ou d'une autre, ça ne s'est jamais arrêté. Ce n'est pas de la chance. C'est une infrastructure. C'est une opération conçue pour résister au contrôle. Pour comprendre le poids total de ce qui s'est passé ici, vous devez comprendre comment cette opération a été construite. Ce n'était pas un arrangement vague. C'était une entreprise, une impitoyable. Ils auraient géré à travers Mado Milano, un supposé anneau d'exploitation et de facilitation de la prostitution avec un forfait tout compris pour les fêtes d'après,
des soirées dans des lieux 5 étoiles de la vie nocturne milanaise, des escortes et parfois de l'inhalation de gaz hilarant. Ce nom d'entreprise, Mado Milano, est l'entité par laquelle Boutini et Ronchi auraient dirigé tout. Ils ne faisaient pas que connecter des femmes avec des clients. Ils élaboraient des expériences entières, adaptées spécifiquement aux athlètes aisés et aux hommes d'affaires qui voulaient la discrétion et le luxe avant tout. Le modèle financier était brutalement exploitateur. Les rapports indiquent que les intermédiaires comprenaient Emmanuel Boutini et sa partenaire Deborah Ronchi, qui offraient aux athlètes bien connus les services de prostituées à environ 1 000 € par rencontre, gardant la moitié des bénéfices pour eux-mêmes. 1 000 € par rencontre. Et l'agence empochait la moitié. Les femmes, dont beaucoup que les enquêteurs décrivent comme des victimes, recevaient l'autre moitié, à partir de laquelle elles devaient également couvrir leurs propres frais. Et ces frais n'étaient pas mineurs. Les jeunes femmes devaient aussi payer le loyer des chambres dans ce même bâtiment. Donc, les femmes travaillant pour cette agence payaient le loyer directement aux personnes qui exploitaient leur travail. Dans de nombreux cas, elles vivaient et travaillaient dans le même bâtiment où Mado était basé. Un témoin a dit aux enquêteurs qu'elle vivait à Cinisello Balsamo, dans la région de Milan, dans un appartement du même bâtiment où Mado était situé de 2019 à 2023. Elle y a vécu pendant 4 ans, et dans le bâtiment, elle a rapporté qu'il y avait aussi une boîte de nuit illégale et que les événements étaient annoncés sur Instagram. Ce détail Instagram est important car c'était l'un des indices qui aiderait finalement l'application de la loi à reconstituer le puzzle. La police a découvert l'implication des athlètes après avoir analysé le compte Instagram de l'agence, suivi par plusieurs joueurs. À l'ère numérique, même les opérations criminelles laissent des traces sur les réseaux sociaux. Les joueurs qui suivent un compte de promotion de fêtes pourraient sembler innocents, mais quand ce compte est la façade publique d'un réseau de prostitution et que les abonnés incluent des dizaines de footballeurs professionnels, l'image devient très différente. De plus, des virements bancaires ont été identifiés entre ceux sous enquête et diverses personnalités célèbres, un groupe qui comprend les principaux hommes d'affaires et même des pilotes de Formule 1. Ce n'étaient donc pas seulement des abonnés Instagram, il y avait des transactions financières réelles, liant l'agence à sa clientèle d'élite. L'argent s'est déplacé entre les comptes, les paiements étaient traçables, et ces traces ont conduit les enquêteurs directement aux échelons supérieurs du sport et des affaires italiens. L'opération avait également une dimension de substance qui la rendait particulièrement attrayante pour les athlètes professionnels. À ces fêtes, le gaz hilarant était souvent consommé dans des ballons, appréciés par les athlètes car il ne s'affichait pas dans les tests de dépistage de drogue. L'oxyde nitreux, communément appelé gaz hilarant, était un élément fondamental de ces événements. Et la raison en est simple. Contrairement à l'alcool en excès, à la cocaïne ou à d'autres drogues récréatives, l'oxyde nitreux ne laisse pas de signature biochimique que les protocoles antidopage standards détecteraient. Pour les footballeurs professionnels qui sont soumis à des tests de dépistage réguliers, cela offrait un moyen de s'adonner sans risque de se faire prendre par les canaux habituels. Ce n'étaient pas toutes les filles qui travaillaient pour le couple qui étaient des escortes. Certaines étaient juste des girls images. Cela a ajouté une autre couche de légitimité à l'opération. À une fête donnée, certaines femmes étaient là comme présence décorative, de belles femmes qui ajoutaient à l'atmosphère sans qu'aucun service sexuel ne soit proposé. Cela rendait l'opération entière ressembler à une entreprise de promotion de fêtes VIP standard. Cela a brouillé la ligne entre la planification d'événements légaux et la prostitution illégale, et c'est cette ambiguïté qui a permis à Mado Milano d'opérer aussi longtemps. Mais la réalité en dessous était beaucoup plus sombre. Dans un cas, une femme colombienne a été contrainte à la prostitution pour 1 000 € en 2022. Cependant, elle n'a reçu que 500 € après déduction de la commission. Contrainte ? Ce mot fait du levage lourd dans cette phrase. Ce n'était pas un arrangement consensuel entre adultes. Selon l'enquête, les femmes se trouvaient dans des situations où elles avaient peu d'agentivité et étaient exploitées à des fins lucratives par Boutini et Ronchi. Et peut-être le détail le plus troublant de tous a émergé des messages de chats récupérés par les enquêteurs. Les retombées de ces rencontres risquées sont évidentes dans un message de chat de décembre 2025 d'une des femmes après qu'une rencontre avec un footballeur bien connu ait entraîné une grossesse inattendue. Elle a désespérément contacté l'organisation pour obtenir de l'aide. C'est exact. Selon l'enquête, il y avait des cas où des travailleurs du sexe sont devenus enceintes de footballeurs,
Mais ils ont été confrontés à des menaces et au chantage pour protéger l'honneur et la réputation des athlètes. Les femmes qui étaient enceintes n'ont pas été soignées. Elles ont été réduites au silence, menacées. Tout l'appareil de cette opération ne visait pas seulement le profit. Il s'agissait de contrôle. Le contrôle des femmes, le contrôle du récit et surtout le contrôle des réputations de ses clients riches et puissants. L'un des aspects les plus remarquables de cette enquête est la façon dont le réseau a opéré pendant les confinements de Covid-19. L'Italie a été l'un des pays les plus durement touchés par la pandémie au début de 2020. Des confinements stricts ont été imposés, les déplacements ont été restreints, les rassemblements publics ont été interdits. Le football professionnel lui-même a été suspendu pendant des mois. Et pourtant, même pendant le confinement et les restrictions sur les réunions en raison de Covid-19, des événements sociaux avec services d'escorte ont été organisés presque chaque jour. Et les filles avaient des relations sexuelles rémunérées avec des invités sélectionnés principalement parmi les joueurs de football professionnels presque chaque jour. Alors que l'Italie était en proie à l'une des pires urgences de santé publique du siècle, cette opération a continué. La demande de sa clientèle n'a pas ralenti. Si quelque chose, l'isolement et l'ennui de la vie de confinement l'ont peut-être accéléré. Même le confinement de Covid-19 n'a pas pu ralentir l'opération. Malgré les restrictions strictes en Italie, le réseau aurait fonctionné presque chaque soir. Dans une propriété de Cinisello Balsamo, une boîte de nuit illégale a même été découverte avec la police identifiant 17 personnes lors d'une descente en avril 2021. Donc, en avril 2021, un an après le début de la pandémie, la police italienne a effectivement fait une descente dans une propriété de Cinisello Balsamo et trouvé une boîte de nuit illégale avec 17 personnes à l'intérieur. Et même cette descente semblait ne pas être suffisante pour fermer définitivement l'opération. L'agence s'est adaptée, regroupée et a continué. Cela témoigne de la nature profondément enracinée de l'opération. Elle avait des clients payants disposés à prendre des risques énormes personnels et professionnels pour maintenir leur implication. Les footballeurs professionnels sont parmi les figures publiques les plus visibles d'Italie. Ils sont suivis par les paparazzi, surveillés par les clubs et soumis à des codes de conduite. Pourtant, des dizaines d'entre eux ont continué à fréquenter un réseau d'escorte illégal pendant une période où le mouvement lui-même était suivi et examiné. Maintenant, un détail juridique critique à comprendre ici. La prostitution volontaire n'est pas considérée comme un crime en Italie. La violation de la loi réside dans l'organisation, la médiation et l'exploitation du travail d'autrui. C'est une distinction importante. Les joueurs qui utilisent ces services ne commettent strictement parlant pas un crime en vertu de la loi italienne. Boutini, Ronchi et leurs associés, qui ont profité de l'exploitation des femmes impliquées, commettaient un crime. Mais le fait que les joueurs ne soient pas poursuivis en justice n'est pas parce que c'est technique qu'ils sont dans le coup. Les clubs de football opèrent selon leurs propres codes de conduite. La Fédération italienne de football, la IVJC, a son propre cadre réglementaire et d'un point de vue réputationnel, être lié à un scandale de cette ampleur comporte ses propres conséquences. Les joueurs de l'Inter Milan, de la Juve, de Sassuolo et de Vérone sont parmi les clients. Il y a au moins 70 footballeurs qui sont parmi les clients. Le nombre est stupéfiant. La Gazzetta dello Sport a initialement rapporté environ 50, mais l'ANSA, le principal service de fil d'Italie, a placé le chiffre encore plus haut, au moins 70. Cela signifie que la liste des clients s'étend sur certains des plus grands et des plus historiques clubs du football italien. Et bien que les noms aient été omis du jugement du tribunal, les noms des joueurs sont omis dans l'ordonnance. Les clubs pour lesquels ils jouent ne le sont pas. Inter Milan, Juventus, Sassuolo, Vérone. C'est une section transversale du football italien à tous les niveaux, du haut du tableau au milieu. La connexion F1 ajoute une autre dimension. Dans un échange enregistré, un client a demandé « J'ai un ami, un pilote de Formule 1, qui cherche une escorte ». Cette conversation interceptée montre comment le réseau s'étendait au-delà du football à d'autres sports de haut profil. Cependant, la date de l'échange est du 18 février cette année. Et avec les tests de Formule 1 se déroulant à Bahreïn, c'est pratiquement exclure tout pilote actuel de la grille 2026 d'être impliqué dans le scandale. La connexion F1 existe donc, mais l'identité et le statut du pilote en question restent flous. Pour l'Inter Milan spécifiquement, ce scandale arrive à un moment où le club ne peut pas moins se permettre une autre controverse. Et pour comprendre pourquoi, vous devez regarder le modèle plus large.
En septembre 2024, la police italienne a arrêté 19 personnes accusées de former des groupes de la mafia liés à l'activité du football, un déménagement qui a décimé la direction des groupes de supporters soutenant deux clubs de Série A emblématiques. C'était le scandale des Ultras, une crise complètement séparée, mais tout aussi dévastatrice qui a secoué à la fois l'Inter et l'AC Milan. Un rapport d'arrestation a établi une connexion claire entre les chefs de la Curva Nord de l'Inter, le groupe ultra-primaire des champions italiens, et la 'Ndrangheta, le syndicat du crime organisé le plus redoutable d'Italie. Les détails qui ont émergé de cette enquête étaient extraordinaires. L'un des chefs ultras de l'Inter, Andrea Beretta, a tué un ancien chef de la 'Ndrangheta, Balco, qui devenait une figure centrale du groupe des ultras de l'Inter. Un chef ultra assassinant une figure de la mafia à l'intérieur de l'orbite de l'un des plus grands clubs de football d'Europe. Ce n'est pas normal. Un juge italien a condamné 16 supporters inconditionnels de l'Inter Milan et de l'AC Milan à des peines de prison allant de 2 à 10 ans pour des crimes incluant le meurtre, l'extorsion et l'association criminelle, avec des liens à la 'Ndrangheta. Et les retombées se sont étendues au-delà des ultras eux-mêmes. Le manager du club Simone Inzaghi et le milieu de terrain vedette Hakan Çalhanoğlu ont tous deux reçu une suspension d'un match après que les procureurs aient découvert que le couple avait eu des discussions directes avec des membres de la Curva Nord. L'Inter avait donc déjà dû faire face aux conséquences de la criminalité organisée s'infiltrant dans sa base de supporters. Le club avait déjà été demandé par les procureurs de démontrer qu'il avait rompu les liens avec des éléments criminels. Et maintenant, à peine 18 mois plus tard, un nouveau scandale a émergé, cette fois impliquant les joueurs eux-mêmes. Le scandale des Ultras impliquait l'infiltration de la mafia, les escroqueries aux billets, l'extorsion et finalement le meurtre. Ce scandale implique l'exploitation, le blanchiment d'argent et la conduite privée des athlètes professionnels. Mais les deux partagent un fil conducteur commun. Ils pointent vers une culture autour du football italien et particulièrement autour de la ville de Milan, où les frontières entre le monde sportif et le monde criminel sont devenues terriblement poreuses. Pour l'Inter, le calendrier est particulièrement dommageable. Le club a travaillé dur pour reconstruire son image et sa crédibilité. Il a remporté le titre de Série A en 2023-24 d'une manière dominante. Il a été compétitif en Europe et pourtant en dehors du terrain, scandale après scandale a menacé d'éclipser ce qui se passe dessus. Et il y a aussi le scandale financier distinct qui plane sur le club. L'Inter Milan fait partie du plus grand scandale financier du football italien depuis Calciopoli. Un rapport confidentiel révèle près de 300 millions d'euros de revenus, provenant de faux sponsors asiatiques entre 2016 et 2019, prétendument utilisés pour contourner le fair play financier. Si cette enquête arrive à son terme et que des sanctions sont imposées, l'Inter pourrait faire face à des sanctions sportives qui éclipseraient tout ce qui résulterait du scandale de la prostitution. L'effet cumulatif de toutes ces controverses crée un portrait d'un club qui, malgré son succès sur le terrain, est entouré du chaos en dehors. L'enquête des Ultras, les allégations financières et maintenant le réseau de prostitution. Chacun en soi serait significatif. Ensemble, ils peignent un tableau profondément troublant et il vaut la peine de noter comment le football italien a géré les scandales de cette ampleur dans le passé. L'affaire Calciopoli de 2006 reste l'étalon or pour les scandales du football en Italie. Calciopoli était un scandale sportif dans la ligue de football professionnelle italienne Serie A. Le scandale était centré sur la manipulation des nominations arbitrales pour favoriser certains clubs. Au cours des saisons 2004-05 et 2005-06, en juillet 2006, la Juventus a été privée du titre de Serie A 2004-05 et a été reléguée en Série B. Les conséquences ont été sévères. Les clubs ont été punis, les titres ont été retirés, les carrières ont été détruites. Maintenant, le scandale actuel de la prostitution n'est pas un scandale de manipulation de match. Les joueurs impliqués n'ont pas, autant que nous le sachions, enfreint les règles sportives de la manière dont les auteurs de Calciopoli l'ont fait. Mais l'ampleur de cela, 50 à 70 joueurs, plusieurs clubs, plus de 100 femmes exploitées, signifie qu'une certaine forme de réponse institutionnelle est inévitable. Les enquêtes devraient continuer à découvrir toute la chaîne de personnes impliquées et les identités des clients VIP qui ont alimenté ce réseau de prostitution dans la métropole italienne sont déjà assignés à résidence. Ils feront face à des accusations d'organisation de services sexuels et de blanchiment d'argent. Mais ces quatre sont les opérateurs. Le côté des clients est où la pression politique et sportive va intensifier.
il y a au moins 70 footballeurs qui sont parmi les clients. Les noms des joueurs sont omis dans l'ordonnance. Aucun d'eux n'est sous enquête car ils n'ont pas commis de crime. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de ce que ce titre, l'Inter Milan suspend 8 joueurs impliqués dans un scandale de prostitution, signifie vraiment et ce que les faits réels nous disent. Pour l'instant, sur la base de chaque rapport crédible de la Gazzetta dello Sport, l'ANSA, la Repubblica, Corriere della Sera et d'autres sources italiennes, il n'y a eu aucune annonce officielle de l'Inter Milan que 8 joueurs ont été suspendus. Les noms des joueurs impliqués ont été délibérément retenus des documents judiciaires. Aucun des joueurs d'aucun club ne fait l'objet d'une enquête pénale. L'affaire pénale se concentre entièrement sur les opérateurs du réseau, pas les clients. Cela ne signifie pas que l'Inter Milan n'agira pas. Cela ne signifie pas que les suspensions ne viendront pas. Mais le récit qui s'est répandu sur les réseaux sociaux que l'Inter a déjà suspendu 8 joueurs nommés semble avoir devancé le registre officiel. Ce que nous savons avec certitude, c'est cela. Des joueurs de Série A sans nom, y compris certains jouant pour l'Inter et l'AC Milan, ainsi qu'une star de Formule 1, ont été impliqués dans le scandale, ayant payé pour des services sexuels auprès de cette entreprise illégale de promotion d'événements. Impliqués, oui. Nommés publiquement, non. Suspendus, pas encore. Du moins pas dans aucune capacité officielle qui a été rapportée par les médias sportifs italiens crédibles. Mais voici la chose, l'enquête avance vite. Le témoin qui a initialement signalé l'opération, l'une des jeunes prostituées le 23 août 2024, a décidé de signaler Emmanuel Boutini et Deborah Ronchi, a témoigné ce qui a été corroboré par des documents financiers, des appels téléphoniques interceptés et des données Instagram. Elle a expliqué les détails des faits, la consommation de gaz hilarant, et elle a aussi enregistré les noms de ceux responsables de contacter les clients et de sélectionner les filles, les chauffeurs qui ont pris les jeunes femmes et les athlètes au club, restaurants et hôtels, les gardes du corps et les DJ. Le témoignage de ce témoin est une feuille de route. Et si les noms sur cette feuille de route incluent des joueurs de l'Inter Milan, ce que plusieurs rapports suggèrent fortement, alors le club sera confronté à une énorme pression pour répondre. La IFIJC peut lancer sa propre enquête parallèle. Les sponsors du club poseront des questions. Et dans le football moderne, où l'image publique est une monnaie, aucun club ne peut se permettre d'être vu comme inactif face à un scandale d'une telle ampleur. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude est ceci: un réseau de prostitution impliquant potentiellement des dizaines de joueurs de série A a été démantelé. L'opération a duré 7 ans. Elle a survécu à une pandémie. Elle a exploité plus de 100 femmes. Elle s'est étendue aux échelons supérieurs du sport italien et au-delà en Formule 1. Les joueurs de l'Inter, l'AC Milan, la Juventus, Sassuolo et Vérone figuraient parmi ses clients. 1,2 million d'actifs ont été saisis et l'enquête est loin d'être terminée. Que la réclamation spécifique de 8 suspensions de l'Inter Milan s'avère vraie dans les jours et semaines à venir reste à voir. Mais le scandale lui-même est réel. C'est massif et ça ne fait que commencer. Les clubs, les joueurs et le football italien dans son ensemble font face à une autre crise.